Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une histoire si folle que Netflix va en faire un documentaire. L'un des plus gros hacks de l'histoire, les 120 000 bitcoins dérobés à Bitfinex en 2016. Une histoire encore inachevée, dont certains éléments sont remontés en 2022 et laissent encore une part intègre au mystère. Dans cette vidéo, on va donc revenir sur le début de cette histoire, mais également les nouvelles informations qui viennent de nous arriver. Le bruit que ça peut faire dans la presse, le montant total qui a déjà été récupéré sur ces 120 000 bitcoins dérobés, mais également l'impact que ça a eu sur le marché au moment où cette quantité astronomique de bitcoin s'est fait voler et s'est évaporée en quelques secondes des caisses de Bitfinex. Merci à Achille de Just Mining qui a bossé avec moi sur ce script et qui a une page d'infos économiques sur Instagram. Je donne plus de détails sur sa page en fin de vidéo. Tout commence en 2016, au moment où Bitfinex se fait voler 120 000 bitcoins. Ça représente à l'époque un peu moins de 100 millions de dollars. En quelques secondes, plus de 2000 transactions quittent les portefeuilles de Bitfinex pour rejoindre un wallet inconnu. En l'occurrence, Bitfinex utilisait un service de multi-signature qui demande donc à différents associés de signer une transaction pour pouvoir libérer les fonds. Non seulement il y a eu une incompréhension technique sur comment est-ce qu'ils ont pu se faire hacker, mais en plus de ça, en quelques secondes, ce sont des milliers de transactions qui ont dirigé et qui ont pointé la crypto-monnaie vers un portefeuille inconnu, celui du hacker. À cette époque, un bitcoin vaut environ 600 $. 120 000 bitcoins représentaient donc la somme de 72 millions de dollars. Le choc a été si violent, les gens ont eu tellement peur que ces bitcoins soient vendus au marché que le prix du bitcoin a chuté de 20% dans les heures qui ont suivi le hack. Bitfinex n'ayant pas de solution, ont créé et crédité un token qui s'appelle le token BFX. Ils ont crédité un BFX par utilisateur par dollar perdu. Si vous aviez perdu 1500 $, vous aviez donc 1500 BFX dans votre solde. BFX qui seront petit à petit rachetés par Bitfinex contre des vrais dollars et donc contre une vraie compensation financière afin de limiter l'impact que ça a eu sur les membres de sa communauté. Le hack représentait une perte d'environ 30% des fonds de tous les utilisateurs de la plateforme à l'époque. Les bitcoins n'ont pas bougé pendant un moment, mais en 2017, une personne, notamment une des personnes qui avaient accès aux fonds qui ont été volés, a essayé de les blanchir sur la plateforme Alphabet, une plateforme du Deep Web sur laquelle s'échangeait à peu près tout et n'importe quoi, que ce soit légal ou totalement illicite. Au passage, en fin 2017, le FBI a réussi à faire fermer cette plateforme d'échange illicite sur Internet. C'est à ce moment-là, en 2017, que la plupart des plateformes devaient instaurer un KYC, que l'on devait vendre des bitcoins à une personne qui était connue et donc récupérer sa pièce d'identité, une origine des fonds et de la traçabilité sur son adresse physique réelle. À ce moment-là, il est devenu beaucoup plus compliqué d'être totalement anonyme dans la blockchain, puisque derrière chaque adresse bitcoin commençait à être liée une réelle identité. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que la plupart des plateformes illicites qui utilisaient du bitcoin depuis quelques années ont commencé à disparaître les unes après les autres, fermées par les forces de police. Ce hack a donc eu lieu juste avant que cela devienne très compliqué, voire totalement impossible de blanchir de l'argent avec des bitcoins. Les hackers se retrouvaient donc avec une adresse, énormément de crypto-monnaies dessus, et une incapacité de pouvoir les utiliser sous peine de se les faire saisir ou de se les faire bloquer par n'importe quel site internet qui leur demanderait leur identité. En plus de ça, comme la blockchain est transparente, tout le monde pouvait suivre ces fonds volés. Tout le monde pouvait voir quand est-ce qu'il bougeait, vers où il allait, sauf si c'était d'autres adresses inconnues. Et donc, en plus d'être très compliqué à utiliser, de par les nouvelles normes contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme qui venaient d'arriver, ainsi que le fait que les entités qui acceptaient de racheter des crypto-monnaies contre des monnaies fiat, des euros ou des dollars, demandaient des pièces d'identité, la communauté commençait à être vraiment sur le qui-vive et commençait à suivre toutes les transactions transparentes dans la blockchain. Ça devenait donc très compliqué de bouger ces fonds. Voilà pourquoi pendant presque 5 ans, il n'y a eu plus aucun déplacement de ces fonds, jusqu'en 2022, où il y a eu du nouveau dans cette affaire. Alors quand je dis plus aucune transaction, c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu quelques petits mouvements de petites quantités de fonds qui ont essayé de blanchir sur différents types de plateformes, mais le gros de cet argent a totalement arrêté de bouger. Les fonds étaient bel et bien volés, étaient bel et bien en possession du hacker, mais il était incapable de s'en servir. Et c'est en 2022 qu'on a un nouvel élément fou, tout simplement fou. À ce moment-là, la justice américaine annonce avoir arrêté 2 personnes en lien avec le hack de 2016 et annonce également avoir récupéré à peu près 96 000 bitcoins, ce qui, au cours d'aujourd'hui, représente 3,6 milliards de dollars. La plus grosse saisie de l'histoire. Très rapidement, Internet s'empare de l'enquête et on commence à découvrir certains éléments qui conservent totalement le mystère sur cette histoire folle, puisque les 2 personnes interpellées, bien qu'en possession de ces fameux 96 000 bitcoins, ne semblent vraisemblablement pas être les hackers d'origine. D'ailleurs, ils ont été arrêtés pour blanchiment d'argent et pour fraude, mais pas pour le hack
pour le crime d'avoir dérobé ses fonds en 2016. Juste avant de revenir sur ces détails complètement fous, sachez que 80% des bitcoins récupérés vont être vendus et vont servir à racheter le token de la plateforme Bitfinex, le token actuel, c'est-à-dire le token Léo. Ils vont les racheter en allant directement sur des plateformes d'échange et les tokens qui seront rachetés grâce à cet argent qui avait été volé seront supprimés, ce qui va naturellement augmenter la rareté des tokens Léo en circulation. Et c'est pour ça qu'instantanément, après l'annonce de la justice américaine, le token Léo a pris 60% de hausse sur son prix, puisque les gens savaient que la justice américaine allait racheter des jetons, les supprimer et ainsi augmenter la rareté des jetons en circulation. Actuellement, le département de la justice américaine et Bitfinex sont en train d'élaborer une stratégie pour pouvoir intelligemment revendre ces bitcoins sans affecter le marché et pouvoir dérouler leur plan afin de restituer une partie de la valeur volée aux personnes qui ont été abusées en 2016, mais aussi à tout l'écosystème, puisque la plupart d'entre eux avaient été remboursés soit par le fameux token BFX de l'époque, qui leur a été remplacé contre des dollars, soit carrément contre des actions de l'entreprise Bitfinex qui ont été offertes à certains utilisateurs. Petit zoom sur les deux personnes qui ont été arrêtées. Je vais peut-être mal prononcer les noms des hackers présumés. Il y a Liechtenstein, se décrit lui-même comme un entrepreneur de la tech et un business angel, quelqu'un qui investit dans différentes startups et qui finance le lancement de nouvelles initiatives. Il indique justement avoir investi dans différentes startups et avoir lui-même monté une structure à San Francisco. Sa femme, Heather Morgan, et c'est elle qui a fait beaucoup de bruit sur internet, un peu plus spéciale, se décrit elle-même comme une serial entrepreneur et une investisseuse. On sait qu'elle a contribué à écrire des articles dans le magazine Forbes, même si elle n'était pas employée par Forbes, c'était une contribution externe. Et elle a notamment écrit beaucoup d'articles sur la sécurité du monde des crypto-monnaies. Et ça c'est intéressant et vous allez voir pourquoi. Elle est également rappeuse et a publié différentes vidéos sur YouTube et sur TikTok, dont un extrait qui s'affiche à l'écran, que vous pouvez retrouver, où elle rappe en parlant d'argent et de Wall Street. Les commentaires sont d'ailleurs depuis peu plutôt liés à cette enquête qu'à la musique qu'elle propose. Je vous affiche à l'écran une photo qui a été retrouvée au domicile des deux hackers présumés, dans lequel on voyait bien qu'ils avaient caché des compartiments pour mettre des ledgers ou pour mettre des hardware wallets et sécuriser la crypto-monnaie qu'ils détenaient. Pour le coup, ça les incrimine encore plus, mais est-ce que c'était leur crypto-monnaie à eux? Est-ce que c'était cette crypto-monnaie-là et ce montant volé qu'ils désiraient conserver? Très compliqué de le savoir. En attendant, ils avaient fait quand même quelques efforts pour dissimuler leur crypto-monnaie. Et c'est là qu'on arrive sur quelque chose de totalement dingue. Comment est-ce que les fonds ont été saisis? En fait, c'est très simple. La justice a réussi à retrouver la clé privée. Donc je rappelle que pour accéder à une adresse publique où il y a de la crypto-monnaie, en l'occurrence 96 000 des 120 000 bitcoins volés, donc la plus grosse partie, qui représente aujourd'hui 3,6 milliards de dollars, cette clé privée était dans un drive appartenant à ces deux fameuses personnes présumées hackers de Bitfinex en 2016, et la clé privée n'était même pas chiffrée, comme si vous laissiez un document texte avec le mot de passe sur lequel reposent tous ces fonds et que vous le mettiez dans un drive à vous. Alors que ces deux personnes sont entrepreneurs et que l'une des deux rédige carrément des articles sur la cybersécurité pour Forbes. Là, il y a un problème. Aujourd'hui, il risque jusqu'à 25 ans de prison, mais pour accusation d'avoir blanchi une partie de ses fonds et d'avoir collaboré, non pas pour avoir volé cet argent. La plupart des gens s'accordent à dire qu'ils n'étaient même pas conscients qu'on avait glissé dans leur drive le fameux mot de passe avec les bitcoins dessus. Encore une fois, à l'heure actuelle, nous ne le savons pas. Peut-être que Netflix nous en apprendra plus, mais je pense surtout que le mystère étant encore intègre, on va devoir attendre de nouveaux éléments pour en avoir le cœur net. Et puis toutes les questions arrivent. Comment est-ce qu'on peut faire une erreur aussi grosse alors qu'on connaît le monde de la sécurité? Comment est-ce que l'on peut voler des milliards de dollars et continuer à faire des vidéos de rap sur TikTok alors qu'on devrait plutôt faire profil bas ou du moins éviter d'essayer de développer une communauté sur internet? Qui est réellement à l'origine de ce hack? Qui c'est qui a réussi à passer à travers des process de multi-signature de BitGo, qui est l'une des plus grosses entreprises de sécurité cryptographique au monde? Waouh, ça fait encore beaucoup de questions. Bref, cette histoire était suffisamment folle pour en faire une vidéo, je voulais vous la partager et ça nous permet également de rappeler quelque chose essentiel. Premièrement, le blanchiment de crypto-monnaie, c'est une idée reçue. En tout cas, désormais, avec toutes les normes qui ont été mises en place et la régulation en cours, il devient très compliqué, même pour les plus gros hacks de l'histoire, de tirer le moindre profit de leur action de vol. La deuxième chose, c'est que si un jour ça vous arrive et que vous vous faites voler de la crypto-monnaie, n'hésitez pas à porter plainte. Quand vous portez plainte, vous donnez la TXID et vous donnez votre adresse, l'adresse sur laquelle on vous a dérobé des fonds. Si évidemment c'est une adresse blockchain. À ce moment-là, peut-être que dans 3, 5 ou 8 ans, si quelqu'un arrive à mettre la fin sur un gros pactole, une partie des fonds qui vous ont été volés seront peut-être dans ce montant total et pourront vous être restitués. Si vous ne déposez pas cette plainte et que vous ne laissez pas une petite trace écrite de cette fameuse transaction, personne ne surveillera jamais la suite et l'évolution de cet argent. Et si un jour les forces de police saisissent de l'argent volé, il s'agirait de savoir si le vôtre est à l'intérieur. La troisième chose, et c'est une leçon qu'on ne répétera jamais assez, attention à conserver vous-même vos clés privées. De préférence, ne les laissez pas comme un simple mot de passe dans un fichier texte sur votre ordinateur, pour le coup. Mais gardez bien en tête que quand vous avez de l'argent sur une plateforme d'échange ou une plateforme centralisée, c'est elle qui a votre clé privée et c'est elle qui peut se faire dérober
récupérer vos fonds. En l'occurrence, on peut quand même lever son chapeau à la façon dont Bitfinex a assumé le coup en 2016 en émettant une dette et en rachetant cette dette à ses utilisateurs, et aujourd'hui avec les fonds récupérés en rachetant des tokens au marché afin de valoriser l'intégralité de la supply et encore valoriser le portefeuille de ses utilisateurs. J'avais déjà parlé des plus gros hacks de l'histoire sur cette chaîne YouTube et aujourd'hui on se rend compte que l'un des plus gros a une fin heureuse entre guillemets puisque la plupart des gens qui ont perdu ont été couverts et que les utilisateurs vont être relués au fil des mois qui viennent avec la hausse du jeton. La blockchain et les crypto-monnaies ont beaucoup d'avantages et beaucoup de désavantages, mais les limites qu'impose la blockchain et qu'impose cette structure ne permettent pas à n'importe qui de faire n'importe quoi. Et c'est ce qui fait que des histoires aussi tragiques que des vols de fonds aussi volumineux puissent finir aussi bien grâce à la blockchain et grâce à sa traçabilité. Je fais rarement des vidéos d'histoire, mais celle-là m'a vraiment motivé, celle-là m'a vraiment inspiré et surtout, j'ai hâte de voir ce que Netflix va nous préparer pour traiter ce sujet. Vous retrouverez les sources et les liens dans la description. Je vous mets également la page d'Achille qui a bossé sur ce script. Allez voir ce qu'il fait, il fait beaucoup d'actualités économiques, mais il parle également de crypto-monnaies et de toutes les différentes technologies financières qui se développent aujourd'hui. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à tabasser ce pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire pour le best-of et le récap du dernier live Twitch et le prochain live Twitch ce week-end pour traiter de l'actualité des crypto-monnaies. Tous les liens sont dans la description. C'était Asher, au revoir.